Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après une semaine de pause. Je suis vraiment désolée pour ça, c'était complètement involontaire de ma part, mais en fait, si vous voulez tout savoir, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, mais en gros, en ce moment, il y a des travaux dans mon immeuble et du coup, beaucoup de bruit de perceuse. Donc, pour réussir à trouver un moment où filmer, c'est pas toujours très simple. Donc du coup, voilà, aujourd'hui je m'organise en espérant que ça se passe bien. Et donc, comme vous le voyez, j'ai installé ma décoration du printemps, mais je ne vais pas tout de suite vous présenter ma pile à lire pour cette saison. Ça, normalement, ça sera la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va parler lecture parce que récemment, j'ai eu de gros coups de cœur et j'ai aussi eu de grosses déceptions. Et du coup, vous allez voir dans cette vidéo, c'est vraiment des tops et des flops. Aujourd'hui, on va donc parler de Alchemize, Captain of Fates, Le Chevalier et la Phalène, Un Prince sans cœur et Binding 13 et sa suite Keeping 13. C'est parti pour Alchemize de Cenly New, publié chez Del Rey, puisque j'ai lu ce livre en VO. Un livre que j'aurais dû détester, un livre avec je ne sais pas combien de trigger warning, un livre sombre comme pas possible. Vraiment, ce livre avait tout pour que je ne l'aime pas. Oui, et pourtant. En gros, ce qu'il faut savoir sur cette histoire, c'est qu'à la base, c'était une fanfiction Harry Potter autour du couple Hermione Granger et Draco Malfoy. Et en fait, cette fanfiction a eu un tel succès que ça a été adapté en roman. Mais bien évidemment, on ne peut pas adapter une fanfiction en reprenant l'univers de quelqu'un d'autre et ses personnages. Donc, l'autrice a tout retravaillé, elle a créé tout un univers hyper dense, hyper développé. Et puis, bien évidemment, les personnages, eux aussi, ne sont plus ceux de la saga Harry Potter. Bref, pour Alchemize, on se retrouve donc dans un monde où la résistance a perdu face aux méchants, face aux nécromanciens. Et on va retrouver notre héroïne qui s'appelle Elena, et Elena, elle fait partie de la résistance, enfin, elle en faisait partie. Et en fait, lorsque les nécromanciens vont s'intéresser à elle, ils vont découvrir que, en fait, eux, ils sont capables de pouvoir voir les souvenirs d'une personne. C'est un petit peu compliqué à expliquer tout cet univers, donc je ne vais pas pouvoir le faire en détail, mais en gros, quand ils vont s'intéresser aux souvenirs d'Elena, eh bien, ils vont s'apercevoir qu'ils ont été retouchés. Et là, ils se disent, bon, elle a fait partie de la résistance, si ses souvenirs sont retouchés, c'est peut-être parce qu'elle sait des choses au fond d'elle, qu'elle ne veut pas nous transmettre, des informations peut-être très importantes. Donc, pour ça, les nécromanciens, pour essayer d'en savoir plus, ils vont envoyer Elena chez un autre nécromancien qui est le haut préfet, je crois que c'est traduit comme ça en VF. Et en gros, ce haut préfet, du coup, va être chargé de fouiller dans la mémoire d'Elena et d'essayer de récupérer ses souvenirs. Et pendant la première partie du livre, franchement, tous les trigger warnings sont là. Voilà, parce que elle va en subir, notre pauvre Elena, enfin vraiment aux mains des méchants. Waouh, faut avoir le cœur bien accroché pour cette première partie. Et en même temps, il y a un truc qui fait que j'étais quand même dans cette histoire. Oui, on sent qu'il y a quand même des liens avec Harry Potter, malgré tout, même si l'histoire a été complètement retouchée, on sent qu'il y a quand même des petits liens, et je pense que c'est aussi ça d'un côté, moi, qui m'intriguait, d'avoir finalement peut-être une histoire en mode qu'est-ce qui serait passé si jamais L'Ordre du Phénix avait perdu face aux Mange-Morts dans Harry Potter. Peut-être qu'il y avait ça aussi qui m'intriguait. Et en plus de ça, dans cette histoire, il y a un petit côté aussi Servante écarlate. Ouais, si vous voyez ce que je veux dire, du coup, c'est un peu glaçant, hein. Donc ouais, il y avait un tout qui me happait dans ce récit, qui me donnait envie d'en savoir plus, et je sentais qu'à un moment donné, on allait avoir des révélations, et effectivement, ça arrive dans la partie 2 du récit. En gros, ce livre est constitué de 3 parties. La première se passe au temps présent, puis dans la deuxième partie, on est plongé dans le passé quelques années auparavant. Et puis la troisième partie, eh bien, c'est un retour au présent, mais cette fois-ci avec toutes les informations qu'on a découvertes dans la partie 2. Oui, parce que grâce à cette partie 2, on va donc pouvoir comprendre et faire le lien de toutes ces petites choses que Elena de temps en temps se rappelle, tous des petits moments. Cette fois-ci, on va pouvoir les
imbriquer, les embriquer, je sais pas trop, j'ai pas le mot, mais en tout cas tout va faire sens à partir de ce moment-là. On va découvrir quelle était donc la vie d'Elena au sein de la résistance et tout ce qu'elle doit cacher finalement. Je trouve que c'est vraiment une idée brillante de la part de l'autrice d'avoir fait ça, d'avoir commencé par cette première partie qu'il faut tanker, qui est hyper sombre. Vraiment, ce livre, moi je ne peux pas le mettre comme de la romantasy parce que à mon sens c'est plus... Alors c'est pas de la dark romance non plus, c'est de la dark fantasy. On n'est pas sur un livre qui met en avant une situation romantique entre deux personnages. Je sais pas comment vous expliquer, mais le lien qu'il y a entre Elena et le haut préfet, c'est avant tout deux personnes qui s'attachent l'un à l'autre pour survivre en fait. Il n'y en a pas un qui essaye de jouer sur le désespoir de l'autre et en même temps l'autrice jamais ne va rendre romantique des situations qui ne le sont pas. C'est juste que on a ces deux êtres qui évoluent dans un monde tellement difficile, tellement sombre qu'ils doivent tout faire pour survivre. Vraiment, cette première partie, elle est très bien racontée et dans la deuxième, tout prend sens et on est encore dans cet aspect du coup de la guerre qui n'est pas terminée et on voit à quel point chaque personnage finalement est assez moraligré du côté des gentils en fait. On voit des personnages qui font parfois des choses terribles pour survivre, pour faire gagner leur clan en fait et... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai trouvé ça incroyable en fait la façon dont l'autrice met ça en avant, met ses messages en avant, à quel point... c'est une claque en fait ce livre, désolée, j'en parle pas si bien que ça, mais franchement moi j'ai été happée dans cette lecture. Quand je lisais ce livre, j'avais du mal à le quitter. Quand je ne le lisais pas, j'y repensais et j'avais qu'une envie, c'était de le retrouver. Franchement, cet univers et cette histoire, j'ai été complètement à fond dedans. J'avais l'impression que c'était un film et il me fallait à tout prix la fin, le dénouement final, voir comment tout ça allait se conclure. Alors oui, il y a des thèmes tellement difficiles que clairement, c'est pas du tout un livre qui est fait pour tout le monde. Mais de mon côté, je sais pas comment vous dire... J'aurais dû détester, vraiment, mais ça a été une lecture qui m'a renversée. Puis j'ai lu Captain of Fates par Catherine Weber, publié chez Bayard, qui est un spin-off de la saga Twin Crowns, donc vous savez, cette romantasy avec les deux sœurs jumelles. Dans ce livre-là, ce qui se passe en fait après le tome 3 de la saga de base, on va y retrouver le personnage de Marino et sa sœur Céleste qui est la meilleure amie de Rose, une des protagonistes donc de Twin Crowns. Et Marino, c'est un capitaine qui, là, ça fait un petit moment qu'il n'a pas pris la mer, il est sur la terre ferme, a assisté à de multiples balles parce que Rose et sa sœur Céleste n'ont qu'une idée en tête, c'est qu'il trouve l'amour de sa vie. Pourquoi j'ai pas compris. Marino, lui, de son côté, il en a rien à faire, lui, tout ce qu'il a en tête, c'est de retourner sur son navire et retrouver la mer, pouvoir naviguer à nouveau. Mais malheureusement, Rose et Céleste en ont rien à faire des vraies envies de Marino, au point où Céleste, qui a des dons de voyance, va un jour pousser son don hyper loin en essayant de trouver qui sera la future femme de son frère, parce qu'évidemment quand tu as des dons de voyance, eh bien c'est le plus important en fait, autant les utiliser pour essayer de t'immiscer dans la vie privée de ton frère en fait. Elle va tellement tirer sur son don que ça va complètement l'épuiser en fait, et même ça va lui créer un grand mal, un mal qui en plus va être contagieux et toucher toutes les autres voyantes du royaume. J'ai pas compris pourquoi c'était contagieux, mais en tout cas ça l'est. Et du coup, eh bien, pour sauver sa sœur, Marino va devoir entreprendre un voyage et donc enfin reprendre son bateau et partir en mer pour atteindre une île où pourrait se trouver un remède pour guérir donc Céleste. Voilà, il va atteindre cette île avec certaines difficultés, notamment parce que du coup son navire va faire naufrage. Il va être récupéré par une sirène en fait qui va lui sauver la vie et qui va le déposer du coup sur
du coup sur l'île, sur une île où il sera en sécurité avec des humains. Et sur cette île, en fait, Marino va découvrir que les humains et les sirènes sont en conflit depuis un certain nombre d'années. Donc Marino, lui, il est un petit peu curieux de savoir pourquoi une sirène lui a sauvé la vie dans ce cas. Bon, vous l'avez compris, je pense, dans ce livre, il y a plein de trucs qui m'ont rendu hyper sceptique, que j'ai eu du mal à trop comprendre, en vrai. Pourtant, j'ai beaucoup aimé la saga Twin Crowns, mais là, je sais pas, il m'a manqué vraiment quelque chose dans ce récit. Et je pense à la réflexion que c'est peut-être, je sais pas, le fait que le texte aurait pu être mieux retravaillé, en fait, parce qu'il y a vraiment une bonne base, en vrai, dans cette histoire. Mais la façon dont l'histoire est racontée, la façon dont parfois les personnages ont complètement des réactions illogiques, insensées, enfin moi ça m'a sorti du récit et ce dès le départ. Franchement, vraiment dommage. J'ai également lu Le Chevalier et la Phalène par Rachel Gillig, je sais toujours pas comment on dit, publié chez Palais Éditions. Un livre assez particulier dans lequel on va faire la connaissance de 6 prophétesses qui travaillent dans une cathédrale et de temps en temps elles reçoivent la visite de certaines personnes qui ont envie d'avoir une prophétie et savoir si ils ou elles ont la faveur des dieux. Et du coup, c'est à nos prophétesses de se plonger dans un bassin et de faire une sorte de rêve assez spécial dans lequel elles vont pouvoir savoir si les dieux sont d'accord ou non. Et du coup, c'est ainsi qu'un jour, eh bien, arrive le nouveau roi dans cette cathédrale. Lui, il veut savoir s'il a la faveur des dieux. Et on a une, du coup, des prophétesses, 6, puisque chaque prophétesse a tout simplement un nombre, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et 6, elle va un petit peu s'embrouiller avec un des chevaliers du roi. Voilà, déjà, ça commence comme ça. Donc voilà, bon, le roi, il arrive, il va avoir sa prophétie, d'ailleurs c'est 6 qui va lui faire, et après un petit moment passé sur les terres de cette cathédrale, eh bien le roi et sa troupe repartent. Sauf qu'à partir de ce moment-là, eh bien petit à petit, les prophétesses vont disparaître les unes après les autres. Donc 6 commence à être hyper inquiète pour ses sœurs, et au bout d'un moment, elle va être la seule toujours présente dans la cathédrale, donc hyper inquiète. Elle va décider de partir à la recherche de ses sœurs de cœur, et pour ça, il y a une gargouille de la cathédrale trop rigolote qui va l'accompagner. Notre 6, très rapidement, eh bien, elle va retrouver finalement le roi et son groupe, et donc le fameux chevalier avec lequel elle s'était un peu pris la tête. Et du coup, notamment, lui va décider de l'aider dans sa quête. Et on va suivre tout ça, et honnêtement, je dois dire que j'ai été happée dans ce récit. Déjà, la plume, j'ai trouvé très jolie. En plus, on est vraiment dans un univers assez onirique. Et ouais, honnêtement, j'ai été portée par ce récit. La gargouille apporte vraiment un petit côté rigolo à chaque fois. Nos protagonistes, bon, bien évidemment, 6 et ce chevalier, on se doute qu'il va y avoir une petite romance entre eux. Et d'ailleurs, c'est très slow, c'est très doux. Et ouais, je sais pas quoi vous dire, mais franchement, ce récit, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Enfin, parce que oui, c'est un récit d'ambiance. Soit ça le fait, soit ça le fait pas. Mais alors moi, j'ai été complètement portée par ce récit. Et toujours très intéressant ce genre d'histoire où finalement, on croit savoir des choses, mais finalement, on en découvre encore plus sur l'univers. Et ouais, on se laisse porter comme ça jusqu'à la fin où il y a un cliffhanger de malade qui donne trop envie de lire la suite, qui n'est pas encore sortie. Donc j'espère que c'est pour bientôt parce que franchement, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de retrouver ces personnages et de savoir comment cette histoire va évoluer. Puis j'ai lu Un prince sans cœur par Ingrid Seymour, publié chez Palais Éditions, un livre dans lequel on va suivre le personnage de Dany qui est guérisseuse et qui soigne notamment des enfants. En fait, Dany, elle est humaine, mais dans ce monde, en fait, certains humains sont capables de faire de la magie et même de côtoyer, bon, très peu, mais quand même, de côtoyer des failles. Et notre Dany, du coup, eh bien, là, pour pouvoir soigner les enfants dont elle s'occupe, elle va avoir besoin de certains remèdes, donc elle va aller en territoire faillé en chercher. Sauf que, alors qu'elle s'apprête à rentrer chez elle, eh bien, elle va se faire accoster par plusieurs failles qui vont la forcer
à les suivre. Et c'est ainsi que Dany va se retrouver au contact d'un prince faé qui est victime, comme Dany va le découvrir par la suite, d'une malédiction et il a besoin de l'aide de Dany pour s'en sortir. On comprend pas très bien pourquoi, il n'y a pas trop d'explications. Du coup, Dany, elle essaye à chaque fois de s'enfuir au tout début, d'autant plus qu'elle a vraiment des enfants malades dont elle doit s'occuper, en fait, des enfants qui dépendent d'elle. Donc clairement, le prince et sa malédiction, on s'en fiche un peu, quoi. Franchement, elle a ses petits bouts à s'occuper, notamment une petite Muriel, et elle a qu'une envie, c'est d'aller retrouver les enfants et de leur apporter des soins. Mais à chaque fois, bien évidemment, les failles ne la laissent pas faire, ne la laissent pas s'échapper, et donc petit à petit, elle va se retrouver avec eux pendant plusieurs semaines, à devoir les accompagner pour une quête qui les conduise notamment sur un mont, je crois que c'est le mont brisé. Bon, ce livre m'avait tenté à la base parce qu'il était présenté comme une réécriture de La Belle et la Bête. Bon, au final, pas tant que ça. Et en plus de ça, j'ai vraiment eu un problème avec ce récit. J'ai trouvé que le texte était vraiment pas très bien écrit. Et là, on parle pas de traduction, vraiment. Je parle de la base, en fait, vraiment de ce texte, des dialogues, des descriptions qui sont quasi inexistantes. Enfin, il manque tellement d'informations quand on lit ce récit. Et en plus de ça, les personnages ont parfois des réactions complètement insensées qui, moi, m'ont sorti du récit. Je pense notamment à l'héroïne, du coup, Dany. Comme je vous disais, du coup, guérisseuse, elle s'occupe de plein de petits-enfants. Je peux vous assurer qu'à partir du moment où il y a une romance qui va arriver entre elle et le prince, d'ailleurs, la romance, elle arrive hyper rapidement, on comprend pas trop pourquoi, mais elle arrive. À partir de ce moment-là, la pauvre petite Muriel, voilà, Dany t'a oublié. Dany t'a vraiment oublié. Moi, je ne t'ai pas oublié, Muriel. Mais Dany, elle, voilà, à partir de ce moment-là, Dany ne pense plus qu'au prince. Pareil aussi, il y a un moment donné où, du coup, pour pouvoir essayer, tenter de soigner le prince de sa malédiction, le petit groupe fait une pause en fait à la cour de, je sais plus, une cour de saison, je sais plus laquelle, hiver, automne, été, printemps, une de celles-là en gros. Donc ils sont dans une sorte de château et à ce moment-là en fait le prince, son petit groupe va l'emprisonner et à ce moment-là Dany va essayer de lui faire boire en fait un remède pour voir si ça calme son monstre intérieur. Et ça dure pendant des heures et des heures et des heures. Sauf que pendant le même moment au château, il y a un bal qui est donné. Et donc, il y a tout le petit groupe qui accompagne du coup donc le prince et Dany et qui disent à Dany « Mais enfin Dany, va profiter du bal !» Dany, elle, au début, elle est en mode « Vas-y, quand même, je dois m'occuper de mon patient, enfin du prince quoi. Je dois voir si mon remède fait effet ou pas, je dois rester avec lui. » Et là, le petit groupe insiste « Mais non, franchement, faut que t'ailles faire la fête !» Et à ce moment-là, que fait Dany ? Elle y va. Allez, c'est parti. On se maquille, on met une belle robe et on va danser. Voilà, bon, bien évidemment, après ça, les événements tournent vraiment pas bien. Mais, encore une fois, pourquoi en fait ? Il y a plein de choses, moi, dans ce récit, quand je le lisais, je levais les yeux au ciel, mais vraiment, il y avait des réactions des personnages, je me dis, mais ça sort d'où ça ? Mais pourquoi ils réagissent comme ça ? Bref, j'ai pas du tout accroché. Vraiment non, ça l'a pas fait, mais alors vraiment pas du tout. Puis j'ai lu Banging 13 et comme vous avez vu en début de vidéo, sa suite Keeping 13 par Chloé Walsh publiée chez Chatterley. J'ai lu ces 2 tomes d'un coup puisqu'en fait dans cette saga qui s'appelle Boys of Tommen, eh bien nous avons, ce sont une saga de romance contemporain. Oui, j'en lis peu, mais là j'avais très envie de découvrir celle-ci. Et en gros, eh bien, les 2 premiers tomes sont sur un couple, les 2 suivants sur un autre, et les 2 suivants qui ne sont pas encore sortis en France, les tomes 5 et 6, sont sur un autre couple. Donc je me suis dit, eh bien, autant lire ces 2 tomes-là d'un coup, parce que c'est une seule et même histoire au final. Et franchement, j'ai bien fait, parce qu'à la fin de ce premier tome, il y a un cliffhanger de fou. Bref, avant de parler de la fin de ce premier tome, alors, de quoi ça parle dans ce récit ? On va faire la connaissance de Shannon. Shannon qui, depuis toute petite, franchement, elle a pas de chance, la pauvre, puisqu'elle a beaucoup subi de harcèlement scolaire à l'école. Voilà, que ce soit en primaire, que ce soit au collège, franchement, elle les a accumulés, franchement, et elle en peut plus. Et du coup,
pour qu'elle puisse avoir un nouveau départ. Bien que très pauvre, sa maman va beaucoup travailler pour pouvoir lui offrir en fait une place dans une école privée où elle espère que Shannon sera mieux traitée. Et donc du coup, notre Shannon, comme ça, elle va débuter sa première journée à Tommen. Et que va-t-il se passer à ce moment-là? Bon, déjà, elle est contente parce qu'elle va retrouver 2 copines d'enfance avec qui elle s'entend super bien. Donc elle se dit, voilà, c'est un nouveau départ dans cette nouvelle école avec franchement 2 filles que j'apprécie. Donc au moins, voilà, elle se sent moins seule. Et donc, à ce moment-là, elle fait sa petite journée d'école classique, et là, que se passe-t-il? Eh bien, à un moment donné, elle va s'apercevoir qu'elle est en retard pour un de ses cours, donc pour pouvoir prendre un raccourci, elle va passer par les terrains de sport, et c'est à ce moment-là qu'elle va se prendre un coup de ballon de rugby sur la tête qui va à moitié l'assommer. Donc elle, à ce moment-là, elle est en mode « Oh vas-y, ça recommence », à peine dans une nouvelle école que je me fais à nouveau harceler, sauf que pas du tout. En fait, ce ballon, elle l'a reçu sur la tête par erreur. C'est Johnny qui l'a lancé. Johnny qui est une future star montante du rugby. Et là, à un moment donné, avec sa team, il s'est un peu énervé. Il a shooté dans un ballon sans trop regarder où le ballon allait. Malheureusement pour lui, ça a shooté Shannon. Donc, à partir de ce moment-là, il va aller la retrouver et il va aller l'accompagner notamment à l'infirmerie, voir si elle va bien et tout et tout. Et c'est comme ça que l'histoire de Shannon et Johnny va commencer. Une histoire qui va vraiment prendre tout son temps, déjà parce qu'il y a une petite différence d'âge entre les 2 personnages, donc qui n'est pas énorme, mais c'est vrai que on est à un âge où finalement 1 ou 2 ans d'écart, ça fait une petite différence. Donc du côté de Johnny, même s'il est attiré par Shannon, lui, il n'a pas trop envie de la pousser à quoi que ce soit, d'autant plus qu'il y a sa carrière de rugbyman qui est vraiment très importante pour lui, et franchement il se donne à fond pour cette carrière-là. Et en même temps, du côté de Shannon, même si elle est attirée par Johnny, il y a des choses qui font que voilà, bon déjà, jamais elle envisage que un mec comme ça puisse être attiré par elle, mais en plus de ça, elle n'a pas tellement envie que Johnny connaisse tous ses secrets, notamment parce que Shannon, ce qu'elle vit chez elle, à la maison, c'est très difficile. Oui, dans ces livres, il y a vraiment des trigger warnings, hein. Il y a du harcèlement scolaire, il y a de la violence. Et du coup, c'est pas facile, franchement, notre pauvre Shannon, elle souffre tellement, on n'a qu'une envie, c'est qu'elle aille mieux, c'est de la protéger, nous en tant que lecteurs. Et d'ailleurs, Johnny qui essaye de tenir ses distances par rapport à elle, mais n'y arrive pas, lui aussi se sent très protecteur à son égard, même peut-être un peu trop. J'avoue qu'à certains moments, à mon sens, il fait un peu trop le cow-boy, et il m'a un peu fatigué, le Johnny, voilà. Mais en fait, on comprend pourquoi, parce qu'en même temps, Shannon, elle vit des choses tellement difficiles, et en fait, ce livre, franchement, c'était hyper addictif, je l'ai dévoré. J'ai trouvé ça hyper intéressant de voir du coup ce qui se passait dans la vie de Shannon, en fait, chez elle, à la maison. J'avais tellement envie que ça s'arrange, qu'elle aille mieux, et en même temps, en fait, ce qu'elle vit, moi j'avais envie de voir l'évolution de cette situation. J'étais complètement captivée dans ce récit, et en même temps, du côté de Johnny aussi, il se passe des petites choses, à lui notamment, et ouais, très intéressant le tout. Franchement, j'étais plongée dans le récit, et puis on a une fin. Mais franchement, déjà quand j'ai commencé à lire ce livre, que j'ai vu à quel point c'était addictif, parce que quand même, je crois ce premier tome c'est 800 et quelques pages, je l'ai lu en 3-4 jours, je me suis dit, on va acheter la suite. Eh bien j'ai bien fait, parce que franchement quand j'ai terminé ce récit, j'ai immédiatement enchaîné avec le tome 2, et j'étais bien contente de l'avoir sous la main, franchement, parce que voilà, la fin du tome 1, waouh. Franchement, je vous le dis, si vous commencez cette saga, que vous aimez, achetez direct le tome 2, parce que vous allez avoir besoin d'avoir la suite en fait. Et ouais, du coup, un tome 2 qui, pour moi, est en 3 phases. Tout d'abord, on a du coup l'après cliffhanger du tome 1, et tout ce qui se passe après, tout ce qui en découle, qui est hyper intéressant. Enfin, moi j'étais captivée, en même temps j'avais un peu peur pour les personnages, j'étais
Et puis on a on va dire le milieu du récit qui là, à mon sens, est un peu plus poussif. En fait, c'est beaucoup plus tourné sur la romance. En plus de ça, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais c'est vrai que dans cette saga, à certains moments, c'est quand même assez vulgaire. Et ça parle aussi beaucoup de cul. Voilà, alors je sais bien que les personnages sont des lycéens et tout, mais bon, là quand même, c'était beaucoup. C'était beaucoup, enfin ouais, ce milieu de récit, en plus avec Johnny qui continue à faire son cow-boy là, c'est bon, lâche un peu l'affaire, enfin je sais pas. Le Johnny en fait c'est compliqué ma relation avec Johnny, si on peut dire ça comme ça, parce que je comprends à quel point il peut être protecteur envers Shannon, c'est logique vu tout ce qu'elle vit, mais en même temps, à certains moments, il était quand même collant ce garçon. Mais voilà, du coup je sais pas, il y a des moments où je l'aime bien Johnny et d'autres moments il m'a un peu fatiguée. Mais en tout cas, on a la dernière partie du récit, les 300 dernières pages du récit, et là arrive un événement big, majeur, mais alors là, moi qui commençais un peu à, je veux pas dire m'ennuyer au milieu de ce livre, non, c'est peut-être pas le bon terme, mais voilà, j'avais un peu envie que l'histoire... Honnêtement, on aurait pu retirer peut-être 100 pages de ce milieu du récit, vous voyez, pour que le rythme soit un petit peu plus correct, on va dire. Mais bon, en tout cas, quand il y a eu ces 300 dernières pages, avec ce gros retournement de situation là, j'étais à fond dedans et je n'ai plus lâché le récit jusqu'à la fin. Enfin vraiment, je l'ai mangé ce livre. Vraiment, cette saga, elle est super bien. On est touché par les personnages, enfin moi en tout cas la famille de Shannon, parce que Shannon, elle est pas toute seule à la maison, bien évidemment. Il y a ses parents, il y a notamment ses frères, elle en a plusieurs. Vraiment, c'est une big famille. Et franchement, ses frères m'ont trop touchée à Shannon. Il y en a que j'ai vraiment adoré, enfin notamment Joey qui est le grand frère, un des grands frères de Shannon. Enfin, Joey, j'adore et je suis trop contente parce que Joey, c'est le personnage du coup principal des tomes 3 et 4 de cette saga. C'est cette romance, c'est sa romance à lui qu'on va suivre. Et vu tout ce qu'on voit dans ces 2 premiers tomes, je sens que je vais être hyper touchée. Et en plus, Joey, le personnage, j'aime tellement que j'ai trop envie de le retrouver pour deux tomes. Là, ça va être bien, je pense. Non, franchement, cette saga, que vous dire, à la base, vous le savez, je suis pas très romance, mais franchement, ça m'a donné envie d'en relire tellement c'est addictif, ça se lit bien, et ouais, comme quoi, il y a aussi des bonnes choses. J'ai été déçue il y a quelques années, très déçue par certaines romances, mais là, je sens que peut-être que je pourrais m'y remettre et avoir à nouveau de belles surprises. Voilà, du coup, comme vous avez vu, gros coup de cœur pour certaines lectures, grosse déception pour d'autres. Je ne vous avais pas menti en début de vidéo, il y a vraiment de tout dans mes lectures, du très bon et du vraiment pas bon. C'était assez fou en fait d'alterner un petit peu tout ça. Mais ouais, en tout cas, j'espère vous avoir peut-être donné envie de découvrir certains titres. Bon, peut-être pas forcément les moins bons, mais bon, lisez ce que vous voulez au final, c'est le plus important. J'espère que vous avez aimé passer ce moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à me laisser peut-être un petit commentaire avec un petit mot ou un petit emoji de votre choix, comme vous voulez. Sur ce, je vous laisse là, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite et tout bientôt pour une nouvelle vidéo.